Dragon Ball, c'est un phénomène culturel, c'est une sorte de passage obligé pour ma génération. Depuis sa première publication en manga en 1984 jusqu'à aujourd'hui, mais voilà, le manga créé par le regretté Akira Toriyama s'est vendu à plus de 250 millions d'exemplaires, engendrant évidemment une multitude de produits dérivés, notamment une série animée cultissime, je pense qu'on la connaît tous, mais aussi quelques films. Et les films, parlons-en, c'est le sujet de cette vidéo. Les films, c'est très souvent des films d'animation, mais je pense que quand on était gamin, on avait à peu près tous le même fantasme, c'est-à-dire un film en prise de vue réelle adapté de Dragon Ball. Je me souviens quand j'étais gamin, je passais mes après-midi devant des fausses photos de Piccolo ou de Sangoku avec des vrais acteurs, et avec que des fakes sur le net, vraiment. Il y avait des fausses annonces, il y avait des fausses photos de fans. Je pense que c'était quand même une sorte de petit fantasme assez généralisé. Et vous le savez tous, on l'a eu, notre film Dragon Ball en live. Dragon Ball Evolution. On l'a eu en 2009 et ça a été un massacre qui a forcé le scénariste à s'excuser publiquement, rien que ça, et qui a quand même brisé net la carrière de son réalisateur James Wong. Depuis, plus rien, alors que même il y a quand même une mode, je veux dire Death Note a été adapté en live, One Piece aussi, Dragon Ball, on n'y pense même plus. Et pourtant, si je vous disais qu'en fait, nous, on avait déjà eu notre vraie, bonne, géniale adaptation de Dragon Ball en prise de vue réelle, dans un film parfaitement réalisé et complètement jouissif. Vous savez que les aventures de Sangoku sont quand même largement inspirées d'une légende chinoise, un mythe de la fin du XVIe siècle qui est écrit par Wu Chang'en et qui est intitulé La pérégrination vers l'Ouest, mais chez nous elle est quand même plus connue sous le nom des aventures du roi singe. Et clairement, les similitudes, elles sont hyper nombreuses entre Dragon Ball et ce roman, ce mythe, dans lequel un moine chinois, qui sera aidé par des acolytes tous les plus loufoques les uns que les autres, va se confronter à une multitude de monstres qui veulent le dévorer. Dans sa quête, il va trouver des démons, des dieux, des personnages transformés en animaux, le tout dans un ton qui est quand même parfois humoristique, voire même souvent humoristique, et ultra riche en rythme et en péripéties. Ce roman cultissime, lui, il a été adapté très littéralement énormément de fois au cinéma en fait. Et toujours dans les très bons films, on va y revenir, mais parmi eux, il y a une petite merveille qui se sert parfaitement de l'ampleur du mythe, mais aussi de la filiation assumée que Dragon Ball a avec ce mythe, pour nous livrer, un film qui ressemble le plus à ce que Dragon Ball aurait pu donner sur grand écran. Une petite pépite remplie d'effets spéciaux, hyper spectaculaire, un film génial dont je vais vous parler ici. Ce film, il s'appelle Journey to the West, Conquering the Demon. C'est donc un film chinois à grand budget qui est réalisé par Stephen Chow, qui est principalement connu chez nous pour être le réalisateur de Shaolin Soccer. Il a aussi été producteur très malheureux sur le Dragon Ball Evolution de 2009, dont il a complètement perdu le contrôle et ça a été un petit trauma pour lui. Et bref, Journey to the West, c'est un immense succès en salle et vraiment, un film absolument jouissif. En fait, deux films, parce qu'au vu du succès du premier volet, il y a une suite dont je vais vous parler aussi, qui a évidemment été mise en route et qui adapte bien l'idée, toujours plus loin, toujours plus grand, toujours plus fort. Et donc je vais vous parler de cette saga entière en faisant évidemment attention à ce que je vous montre et à ce que je vous dis, de manière à ce que si vous n'avez pas vu ces films, vous puissiez continuer la vidéo. C'est vraiment l'idée, c'est plutôt de vous donner envie de découvrir ces films. Et donc, pour commencer, le récit de Journey to the West prend la forme d'un film d'aventure et d'arts martiaux largement teinté de comédie, où on suit notre moine bouddhiste qui va protéger un petit village chinois d'une invasion de démons, tous plus redoutables les uns que les autres, et pour ça, il est aidé par ses pouvoirs extraordinaires et par une femme mystérieuse. Donc voilà, tout un programme pour un premier film d'1h50 qui va vraiment traiter son histoire avec une légèreté et une bonne humeur bienvenue et communicative, tout en profitant quand même notamment d'une sacrée maîtrise de mise en scène, franchement, et d'une galerie de personnages qui rappellera forcément à tout le monde la joyeuse petite troupe de Dragon Ball. 你冇事啊嘛？冇嘢，小意思。過嚟幫我。佢冇人不拘小節。 Bien aidé par des acteurs qui sont franchement à fond dans leur rôle,
et par cette ambiance de douce folie qui baigne tout le film à grand renfort de cascades too much, de petites punchlines bien senties et de séquences qui l'emmènent parfois volontairement vers l'absurde et vers le bordélique. Clairement, Journey to the West, c'est un petit régal de blockbuster et qui nous captive. Mais dès l'intro, une introduction qui est drôle, qui est belle, qui est vraiment hyper bien pensée, mais qui est aussi très forte en termes de construction d'univers, parce qu'elle synthétise à elle seule le ton et l'ambiance du film. Et clairement, Stephen Chow, il a la mise en scène, il gère parfaitement le grand spectacle qu'on attendait. Les décors sont superbes, le découpage des combats notamment est toujours lisible malgré des chorégraphies qui sont volontairement très over the top. Et les combats, ils sont nombreux, ils sont jubilatoires, comme je l'ai dit, ils sont spectaculaires en permanence, vous le voyez bien à cause images, et ils sont l'occasion de quelques fulgurances visuelles et qui sont franchement bienvenues. C'est ultra punchy, sans aucun temps mort, clairement sur ce point c'est une sacrée réussite, d'autant plus que l'utilisation du folklore chinois, avec tous ces démons et tout leur pouvoir, ça fonctionne parfaitement. C'est une plus-value qui nous fait juste regretter un défaut qui est bien réel. Par contre, un défaut du film, c'est ses effets spéciaux numériques qui sont quand même parfois franchement ratés. Et ça, c'est la seule ombre au tableau d'un film qui a quand même de sacrée qualité. Alors pour quiconque recherche un gros divertissement frénétique, malin, porté par une superbe photographie et par un humour très typé Dragon Ball aussi, qui fonctionne, un film qui n'a aucune prétention autre que celle de vous faire passer un bon moment tout en respectant votre intelligence, clairement, ce premier épisode de Journey to the West, l'accent Journey to the West, il fera largement l'affaire. Et je pense que la vibe Dragon Ball, clairement, vous la voyez dans chaque plan. Mais il y a encore plus beau dans toute cette histoire, c'est que, évidemment, porté par l'énorme succès à la fois public et critique du film, il y a une suite qui a été clairement teasée dès la fin du premier volet, qui s'est évidemment très vite mise en route. Avec cependant un changement et clairement pas des moindres, puisque Stephen Chow, qui était donc l'un des gros points forts, sa réalisation a été assez géniale, l'un des gros points forts du premier volet, ne rempile pas à la réalisation, mais il reste producteur et scénariste. Sachant que c'est quand même, un des artisans de la réussite du premier, ça fait un peu peur. Surtout que là, le deuxième volet, il adapte la partie du mythe qui est le plus riche en action, la plus rythmée, la plus frénétique. On part pas non plus hyper gagnant. Mais le truc, c'est que Stephen Chow, il part pas sans avoir prévu un peu la succession. Donc rassurez-vous, la suite va être confiée à quand même un sacré patron. Le cinéaste à l'origine de Detective D, à l'origine de The Blade, de Il était une fois en Chine, de Time and Died, qui sont quand même des monuments du cinéma même international. Ce mec, c'est Tsui Hark. Et c'est un sacré réalisateur. Et croyez-moi, cette suite va être encore plus réussie en fait que le premier volet. Visuellement, ce deuxième opus, c'est une merveille, quoi. C'est une merveille encore plus esthétique, puissante et splendide que le premier volet. Clairement, tout y est démesure, grandiloquence, c'est rempli de détails, c'est rempli de couleurs. On est sur vraiment une énorme maîtrise et un sens du spectaculaire qui, franchement, éclate 99% des blockbusters hollywoodiens qui coûte 3 fois plus cher. Et le défaut principal du film, c'est-à-dire les effets numériques hyper hasardeux, ça dégage, ça a été gommé, ça a été vachement amélioré, donc c'est déjà aussi un très bon point. Et ça permet encore plus de folie dans l'action et dans les combats dans ce deuxième volet. Alors, est-ce que tout est rose? Oui, je dirais que c'est quand même un sacré film, malgré un petit point noir, c'est-à-dire que le casting du premier volet a été quasiment entièrement recasté, ce qui casse un peu la continuité logique de la saga, puisque c'est les mêmes personnages mais pas les mêmes acteurs. Et aussi, et même surtout, j'ai envie de dire, on est quand même face à une collaboration entre artistes qui ont des personnalités très marquées et qui ont vraiment chacun leur style. Je veux dire, Stephen Chow, c'est un maître de la comédie et de l'absurde qui caractérisait clairement le premier volet. Et Tsui Hark, lui, il est très peu habitué à l'exercice de la parodie, entre guillemets, non, plutôt de la comédie. Et lui, on sent qu'il veut plutôt profiter de toutes les possibilités d'un budget énorme pour livrer vraiment un gros film d'action hyper épique. Et ça fait que le film a, le temps de quelques séquences quand même, un peu le cul entre deux chaises. Parce que certaines séquences semblent très clairement signées Stephen Chow, donc au scénario, d'autres séquences sont clairement l'initiative de Tsui Hark.
globalement, et un peu comme Dragon Ball en fait, hein, le ton s'assombrit un peu dans ce deuxième volet. L'humour y a un peu moins sa place, puisqu'il surgit plutôt par touches et par répliques bien senties, plutôt qu'en étant un peu en permanence en toile de fond. Et on est sur un film qui se prend quand même un peu plus au sérieux. Alors, est-ce que c'est une qualité? Est-ce que c'est un défaut? En fait, ça dépend clairement de ce que vous attendez. Pour ma part, moi, j'ai clairement adoré l'ambition un peu folle dingue du film, qui part très très loin, notamment dans son dernier acte, qui est rempli... par contre, là, les visuels, c'est quand même assez dingue dans le dernier acte. J'ai même un peu pensé, je vais vous dire, même si vous allez me dire, mais Louis, quel rapport? Je vais vous expliquer. J'ai un peu pensé à la saga Pirates des Caraïbes, dont la maîtrise et l'originalité totale du premier et du deuxième volet laissait place à un troisième volet un peu plus chaotique dans la narration, un peu plus brouillon, on va dire, mais qui est juste génial tant il a envie en permanence de repousser les limites de l'ampleur et de l'ambition de ce qui est montré au cinéma. J'ai un peu pensé à ça dans ce deuxième volet, qui est, oui, un peu plus fouillis, je suis d'accord, qui est plus inégal, mais je veux dire qui est tellement fort dans ses séquences puissantes et marquantes. Clairement, j'ai encore plus pris mon pied personnellement que lors du premier volet, et c'est pas peu dire. Et clairement, les amis, les 30 dernières minutes de ce deuxième épisode, vous allez complètement être dans les aventures de Sangoku. Alors voilà, par cette vidéo, j'ai voulu saisir l'occasion de vous parler d'une saga atypique que je trouve assez géniale. Et sachez que le mythe du roi singe a eu bien d'autres adaptations au cinéma, et dont la majorité sont assez réussies. Je conseille notamment la trilogie de Monkey King, qui a été commencée en 2014 et qui est assez géniale. J'ai eu la chance de la voir au cinéma, c'était vraiment quelque chose. Et si Dragon Ball a eu, évidemment, une influence énorme sur le monde de la culture, et y compris au cinéma, moi je me souviens à la sortie de Man of Steel, tout le monde qui disait que les combats de Zack Snyder étaient largement inspirés de Dragon Ball, c'est complètement vrai, et c'est d'ailleurs l'une des forces, et l'une des rares forces de Man of Steel. Si Dragon Ball a évidemment une influence énorme, je trouve que c'est avec ces deux films, Journey to the West, putain Louis, Journey to the West, qu'on a l'une des œuvres les plus proches du manga et de l'univers de Akira Toriyama. Clairement, c'est une merveille dont j'aurais à peine osé rêver quand, gamin, je fantasmais sur les fake news qui annonçaient un film Dragon Ball en prise de vue réelle tous les 3 jours. Et si j'avais vu Journey to the West en étant gamin, clairement, je pense qu'il serait vite installé parmi mes films préférés. Voilà les amis, c'était une petite vidéo que je voulais vous faire sur deux films que j'aime énormément en fait. Vous le savez, tous les mercredis je fais des petites vidéos comme ça, un petit peu hors série, un petit peu hors sujet, entre deux grosses vidéos pour vous parler du cinéma que j'aime. Il y a un petit Tipeee qui permet de soutenir la chaîne et c'est toujours hyper utile pour nous, enfin vraiment c'est le meilleur moyen de soutenir le fait de créer Intercut à temps plein. N'oubliez pas non plus de vous abonner, on sort 2 vidéos par semaine et de mettre la cloche pour être sûr de ne rien rater. Les amis, on se retrouve dans quelques jours, d'ici là prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Ciao à tous, bisous!